Ça n'a pas été fait au Cameroun. Guy Professeur, comment vous arrivez à vous adapter dans un environnement comme ça, dont le système n'est pas mûrement pensé et on introduit un LMD inadapté? Vous êtes enseignant, comment vous faites? Le Cameroun a connu plusieurs réformes universitaires qui ont créé un désordre terrible. Si on veut remonter ne serait-ce que sur 20 ans, c'est terrible. Parce que j'ai été dans ce système en tant qu'étudiant d'abord, avant d'y être en tant qu'enseignant. On ne peut pas s'adapter fondamentalement à un tel système parce que véritablement, il n'a pas d'autonomie, il n'a pas de capacité autonome de décision et d'orientation. Ce que nous faisons, je vois quelques années qui ont fait ça, c'est qu'on essaie d'apporter une valeur ajoutée dans les enseignements et ensuite dans la recherche. Sinon, si vous allez vous aligner au programme tel qu'il a été établi, vous allez continuer à fabriquer des répétiteurs et fabriquer des diplômés. Ils n'auront jamais de contribution réelle au développement. Vous avez des enfants qui ont des diplômes, mais ils ne savent pas résoudre le moindre problème. Il n'y a pas de contextualisation des savoirs. Il n'y a pas d'appropriation des savoirs pour répondre à des besoins. En fait, je vais changer la démarche pour expliquer ce qui en est aujourd'hui. Nous sommes tous responsables sur ce continent parce que je me considère plus comme africain que comme camerounais. La responsabilité que nous avons, c'est de redonner au continent africain sa dignité et sa fierté. Et pour lui donner sa dignité et sa fierté, nous sommes obligés d'exhumer la vérité, d'inhumer le mensonge, avec tous les risques que cela court, en espérant que de toute façon, Dieu le Père nous protège et nous garde vivants aussi longtemps que notre mission sera pertinente. Oui, alors quand vous tenez ce discours dans une faculté, face à vos étudiants, vous êtes compris et le corps enseignant, dans la hiérarchie, qu'est-ce qu'il vous rit? De ce côté, les étudiants, je n'ai jamais eu de problème, jamais. Le corps enseignant, j'ai des fans même parmi mes collègues pour dire les choses comme ça. J'ai beaucoup qui m'ont aidé, qui m'ont apprécié, qui m'ont encouragé. Et il y a ceux qui sont dans certaines entités ethnico-ésotériques qui, eux, représentent très souvent des menaces pour moi. Mais même jusque-là, je n'ai pas que des ennemis. Alors, vous avez toujours été critiqué, certains vous craignent même, peut-être parce que vous n'avez pas de chapelle politique. Et votre discours est très, très politique. Alors, vous êtes engagé politiquement? Je suis politologue et en tant que politologue, je ne peux pas ne pas m'occuper de la société. Et le fait d'avoir fait le terrain, vous savez, j'ai fait dans ce pays, ne serait-ce qu'au Cameroun. Vous vous occupez de la société dans quelle chapelle politique? Je n'ai pas besoin d'entrer dans un parti politique pour pratiquer la politique parce que la véritable politique est dans l'intimité des gens, dans leur confort, leur bien-être. J'ai fait plus de 260 conférences en moins de 17 ans parce que j'ai commencé les conférences à l'âge de 16 ans quand je suis arrivé en terminale. J'ai tellement palpé la réalité des gens que j'ai compris jusqu'où ils étaient infectés, au-delà même du fait qu'ils soient affectés par tout un système qui a commencé en fait à se détériorer avant même l'indépendance. Ça fait que le regard que je pose est toujours un regard où il faut reconstruire, reconfigurer les fondations, refaire les bases. Or, la majeure partie de ceux qui sont censés s'occuper de ça se comportent comme si un arbre pousse par les feuilles. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ose poser les problèmes de fond et c'est pourquoi ça dérange. J'ai déjà appris de plein de façons que l'on me craint. J'ai jamais mordu personne. Ils ont juste un problème avec le fait qu'ils aient affaire à quelqu'un qui ait des analyses libres, qui soit capable de voir à travers les murs. Un bon politologue a des notions en psychologie, a des notions en droit, a des notions en sociologie, en anthropologie, en égyptologie, en théologie, en parapsychologie, en métaphysique. S'il vous regarde, il vous scanne. Il ne fait pas exprès. Au-delà des contributions scientifiques que vous avez eu à produire dans des revues, vous avez décidé de franchir cette étape-là et vous avez sorti un livre qui est curieusement, c'est un livre audiovisuel dont le titre est « Vie affective et performance professionnelle ». On vous donne l'impression, sans avoir lu ces livres-là, ou sans l'avoir regardé, que vous mettez tout, les sentiments, la vie professionnelle. Qu'est-ce qui se trouve là dans ce livre? En réalité, j'ai eu la grâce de concevoir ce document avec un souci premier. C'est celui de sauver les couples, celui de sauver des foyers, celui de sauver des familles, celui de sauver des vies. Voilà quelque chose qui est assez étonnant. Il s'agit de politique, mais ça n'a aucun parfum politique dans la théorie commune. Pourquoi? En fait, si vous voulez détruire une société, détruisez la famille. Personne ne s'occupe de la famille en Afrique. Or, c'est là-bas qu'il faut construire. Il faut restaurer la famille, réapprendre aux gens à vivre en famille. Comme ça, quand ils se porteront mieux depuis la famille, ils feront mieux la politique. Ils seront mieux sur le plan professionnel, ils seront mieux sur le plan social. Et ils feront mieux même la politique politicienne. En réalité, beaucoup de gens souffrent. Les gens souffrent de frustration sexuelle, d'humiliations multiples, de déception, de désillusion, de douleur, de désarroi. Personne ne leur dit voici les principes qui fondent la vie. Voici comment la femme a été constituée. Voici comment l'homme a été élaboré. Voici les règles qui permettent d'harmoniser au lieu de détruire. Voici comment on peut réparer les douleurs que vous avez eues. C'est pourquoi j'ai osé commencer par là, parce qu'il faut nourrir les gens dans un environnement où l'éducation va dans tous les sens. Les appareils idéologiques de l'État en Afrique francophone particulièrement n'ont pas contribué à développer.
Ils sont pour beaucoup, et à plus d'un niveau, des instruments de développement du sous-développement. Il faut bien que ça s'arrête. Et parfait, Songhé, quand on dit que vous êtes un rêveur présomptueux, qu'est-ce que vous dites? Je laisse le droit à ceux qui le pensent de le penser. Il y a beaucoup de gens dans ce pays, au Cameroun, et il y a beaucoup d'Africains à travers le monde qui sont sensibles à la qualité. Je crois que j'ai beaucoup d'admirateurs, et c'est aussi parce que en dehors de moi, il y en a beaucoup d'autres qui osent. Je ne suis pas si isolé. Par conséquent, si nous tous, nous avons compris qu'il faut, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Je vais vous donner une insolite. Lorsque je reviens des États-Unis, il y a des décorations que je suis le seul Camerounais à avoir depuis l'indépendance. Un enseignant d'université m'appelle pour me demander si je vais bien. Je ne comprends pas où il va. Il dit, mais fiston, c'est normal qu'il m'appelle fiston. J'ai eu le doctorat à 27 ans. La majeure partie d'entre eux sont mes aînés d'au moins 15 ans. Mais il dit, quand tu reviens avec des choses comme ça, il faut te cacher. Qu'est-ce qu'il y a que toute l'université parle de ça? Donc chez nous, quand vous revenez avec des médailles, des décorations exceptionnelles, vous êtes allé représenter votre pays, vous allez vous cacher. Ce qui brille doit être caché. C'est-à-dire qu'on est dans un univers de psychopathologie. Je vais emprunter l'expression du professeur Monouzana. Un écartement de la norme, une normalisation de l'écart. Il y a plein de gens qui brillent, ils ne font pas exprès. Le problème, c'est quoi? Certains souffrent de ce qu'on appellerait le syndrome de l'élève fainéant, qui a des problèmes le premier, alors que le premier lui a rien fait. Le premier ne lui empêche pas d'apprendre ses leçons. Il est temps que l'Africain comprenne qu'il a des droits, qu'il a été le gouvernant du monde pendant longtemps, que c'est à lui la dignité, il est la racine de la planète, et nous osons cette différence. Je n'ai pas inventé ça, j'ai vu des aînés. J'ai vu des gens comme Umzigi, Onangini, Grégoire Biyogo, et pas mal d'autres à travers les Cheikh Anta Diop. Ils ont osé. Et vous allez voir, toutes les personnes qui ont innové ont eu des douleurs sur le plan traditionnel parce qu'on ne les accepte pas. D'accord. Merci. Vous avez décidé de dire qui vous êtes, hein, de vous vendre, de vous faire connaître. Ça ne vous inquiète pas. Peu importe ce qu'on en dit. Je suis un instrument du Dieu vivant. La peur n'est pas de Dieu. Merci beaucoup, Guy Parfait Songhé. Merci.